Aujourd'hui, la santé mentale, c'est quasiment l'aspect le plus important pour un joueur. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de femmes joueuses, de femmes dirigeantes de structures dans l'e-sport? Attention, on est comme dans le sport, avec très peu d'élus pour énormément de pratiquants. Déjà, la carrière, c'est maximum 10 ans. Alors, certains vont peut-être faire un peu plus selon les jeux, mais c'est assez rare. Mesdames et messieurs, aficionados de sport connecté et jeunes padawans, bonjour et bienvenue à cette table ronde qui traitera de sujets d'e-sport comme modèle d'engagement et d'inclusivité. Je me présente, je m'appelle Johan Kopeika et je ne pouvais pas démarrer cette table ronde sans évoquer les Worlds de League of Legends qui ont commencé hier et qui auront lieu en Europe cette année, dont les quarts de finale et demi-finales auront lieu en France. Donc voilà, j'ai arboré mon plus beau maillot Fnatic pour l'occasion. Et oui, parce que la France et aussi l'Occitanie sont des moteurs d'e-sport. Et donc pour parler de ça, aujourd'hui, nous sommes avec 4 intervenants. Dans l'ordre alphabétique, Blandine Serrotti, bonjour. Vous êtes chargée de projet industrie culturelle et créative et vous êtes à la direction générale du développement économique de Toulouse Métropole. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Jérôme Coupez, vous êtes fondateur et président de Prodigy Agency, une des plus grandes agences de joueurs e-sport et tout droit revenu des États-Unis. Bonjour. Bonjour et bienvenue et bon retour en France. Et Nicolas Gus, vous êtes CEO de Numeric Wave de NTWU et aussi accessoirement à la French Tech Perpignan. Bonjour à tous, merci. Bonjour. Et Marco Revelli, vous êtes fondateur et président de Olimoka Games, un studio de jeux vidéo toulousain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Alors, pour démarrer cette table ronde, je voulais vous poser la question. Donc, pour les novices qui ne connaîtraient pas l'e-sport, comment est-ce que vous pourriez le décrire et comment est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui? À moi l'honneur, c'est ça? À vous l'honneur. Pour moi, l'e-sport, c'est une compétition, une pratique sportive avec un vrai engouement autour de joueurs et autour de certaines licences. Et on en est arrivé là au niveau de Toulouse Métropole, puisqu'on a plusieurs questions qui se posent autour de projets d'aménagement. Et donc avoir l'avis des professionnels du secteur est une ressource rare, donc j'ai hâte qu'on puisse échanger sur ce sujet. Et moi je dirais en quelques mots que l'e-sport c'est la pratique compétitive du jeu vidéo, donc avec des tournois, des spectateurs, des joueurs, des équipes, voilà. Je pense que c'est une bonne définition. Les compétitions de jeux vidéo qui sont aujourd'hui ultra développées. Nous, on a plus l'aspect joueur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs sont devenus des superstars aujourd'hui grâce à l'e-sport et ont des très fortes rémunérations similaires au sport traditionnel avec des arénas, des stades qui sont aujourd'hui remplis. Du coup, l'e-sport est bien présenté. Je vais plutôt, moi, dire comment j'en suis arrivé là. L'e-sport, en France, c'est énormément développé sur le tissu associatif, pardon. J'en suis une des preuves, puisque nous, on a créé une association, Loi 1901, en 2008, qui a organisé des tout petits événements à Saint-Fieu-d'Amont, un village dans les Pyrénées-Orientales, et puis ça a grandi, et on a fait quelques 300 événements au format associatif, des DreamHack Suède, des IPL à Las Vegas, ou des projets de ce type. Et en 2017, j'ai créé une société NTWU qui continue cette pratique-là, sachant qu'on a vraiment 2 axes, la partie accompagnement et promotion du jeu vidéo, et développement du jeu vidéo français international, et la partie aspect compétitif, où on organise ou co-organise des compétitions de jeux vidéo. Et l'e-sport a énormément grandi de cette pratique, et à l'heure actuelle, il y a vraiment cette volonté d'amplifier et d'accélérer ça, puisque c'est un secteur qui se développe, les compétitions attirent de plus en plus de monde, autant sur le point de vue des joueurs, ou comme le disait Jérôme, effectivement, les salaires ont sensiblement changé, et maintenant on a des grandes stars, qu'au niveau du spectacle, où on est énormément suivi par des communautés de fans qui prennent le temps d'accompagner leurs équipes, qui se déplacent, qui vont les voir, qui le suivent. Très bien, merci beaucoup pour cette définition et merci d'être parmi nous encore une fois. Pour être bien sûr de définir ce qu'on dit, parce qu'on fait souvent l'amalgame entre jeux vidéo, innovation, réalité virtuelle et e-sport. Qu'est-ce que l'e-sport pour le jeu vidéo? Marco, vous êtes fondateur du coup d'un studio. Pour vous, du coup, qu'est-ce que l'e-sport pour le jeu vidéo et qu'est-ce que l'e-sport pour votre jeu? Alors nous, je dirais que pour répondre à la question, l'e-sport, quand on crée un jeu vidéo, eh bien l'e-sport, il peut soit on crée le jeu vidéo pour l'e-sport, ou alors l'e-sport vient à nous. Nous, par exemple, dans notre cas de figure, on développe un jeu qui s'appelle Catching Spirit, qui est Super Smash Bros-like, qui va sortir sur Switch à la fin de l'année. Et en fait, à la base, c'est un format familial et compétitif, mais l'e-sport qui en est trait dépendrait de la communauté. Donc, si les joueurs y adhèrent, ils vont organiser des tournois, des événements. Et en fait, c'est grâce à eux, à vous, que le jeu peut devenir un jeu de e-sport. Et le cas inverse existe aussi, c'est-à-dire il y a des jeux qui, dès leur conception, sont pensés
Dans cette vague-là, je pense par exemple à LoL ou à League of Legends, donc. League of Legends. On va bien définir les termes, effectivement. League of Legends. Alors, donc, cette année en France, on n'est pas sans savoir qu'il y a eu les Jeux Olympiques donc, de Paris 2024. Donc, on est sur une année de sport, donc d'engouement. Justement, donc 2024, année de sport. Quel est le futur pour l'e-sport, du coup, en 2024 et pour le futur en Occitanie? Blandine, vous êtes à la métropole de Toulouse. Pour vous, quel est le futur de l'e-sport à Toulouse? Il est tout tracé parce qu'on est quand même une ville de sportifs. On en est très fiers. Donc actuellement, on réfléchit justement à la position et à la place qu'on pourrait laisser, puisqu'on a un certain terrain de jeu qui se libère sur la métropole, où on reste quand même sur du foncier très contraint. Donc cette réflexion, on l'amène avec plusieurs acteurs du territoire pour essayer de répondre à ces besoins et d'initier une dynamique autour de l'e-sport, que ce soit de la pratique, de la diffusion, de l'événementiel. Donc tous les champs sont encore possibles. N'est-ce pas très cher? Totalement, on est bien d'accord. Surtout que, en fait, si on regarde bien, comme je le disais juste avant, l'e-sport s'est énormément développé au format tissu associatif. Et en l'occurrence, ce tissu associatif a ralenti quand même ces derniers temps. Le Covid a vachement complexifié les cartes. C'était déjà pas évident pour les boîtes de survivre à cette époque-là. Les associations, ça a été encore plus complexe. Donc il y a beaucoup de choses à relancer et je suis très partisan et disponible pour accompagner des projets. On est né de ce monde-là, donc déjà je lance un petit appel. J'en profite. S'il y a des associations ou autres qui existent ou des jeunes qui sont motivés par l'idée d'en créer, qui veulent se développer, nous on a encore notre asso qui fait plus qu'un ou deux événements par an parce qu'elle accompagne les assos, mais elle peut aussi servir et filer des coups de main et ça peut permettre de former, transmettre des compétences, lancer des projets, vous aider à démarrer des sujets, en espérant qu'un jour ça se professionnalise et auquel cas on prendra la relève avec la société, mais s'il fallait amorcer, on peut faire des choses. Et du coup, si la métropole est motivée à ce sujet, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter et j'espère que derrière, il en découlera de beaux projets. C'est vrai que c'est une ville qui a des grandes capacités. Je parle en l'occurrence de Toulouse, on est bien d'accord. Et moi, la dernière LAN, je parle pas de show e-sport ou de show jeux vidéo, compétition haute. La dernière LAN que j'ai fait à Toulouse, c'était la Ping Arena en 2008 à Tournefeuille. Ça situe les bases. Donc l'ancêtre de l'e-sport, 2008. C'est ça. Bon, il faut dire qu'effectivement, on a parlé de tous ces champs. Dans les projets d'aménagement, on voit apparaître vraiment tous les modules qui caractérisent l'e-sport. Et effectivement, il faut prendre une position pour pouvoir favoriser sur certains lieux stratégiques l'implantation de ces projets qui sont souvent portés par des promoteurs privés. Donc le travail de la collectivité est justement de les accompagner en se basant sur les retours terrain de la part des professionnels pour pouvoir répondre au mieux au développement de notre collectivité. Alors justement, on parlait de développement, et évidemment, quand on parle de développement, comment ne pas parler aujourd'hui des réseaux sociaux qui sont évidemment un vecteur majeur d'actualité, de visibilité pour l'e-sport. Jérôme, vous aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une agence de joueurs. Comment est-ce que vous sensibilisez, vous, vos joueurs aux réseaux sociaux et à quel point est-ce qu'ils sont importants pour vous, que ce soit vous dans votre communication vers du coup, le monde extérieur, et comment est-ce que vous recevez justement les messages du monde extérieur? Alors, les réseaux sociaux aujourd'hui sont quand même au centre de l'e-sport et du gaming, puisque tout est ultra connecté, et notamment pour les joueurs aussi, avec des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, les joueurs, en tout cas nous, certains de nos joueurs sont des superstars avec des dizaines de millions de followers pour certains, ce qui fait une certaine proximité avec les fans, ce qui est très bien, mais ce qui amène aussi parfois une certaine toxicité dans l'e-sport, qui est ultra présente. Ça dépend des jeux, mais sur certains jeux, c'est vraiment très présent, ce qui peut être assez dangereux pour les joueurs. Donc il y a une vraie éducation autour de ça. Nous, on a des joueurs qui sont ultra connectés, on en a d'autres qui sont absolument pas connectés, qui essayent de pas regarder. C'est ce qu'on leur conseille souvent après une défaite, de pas regarder leur téléphone. Avec les jeunes, les joueurs en général ont 16, 17, 18 ans, c'est assez compliqué. Il y a une éducation autour de ça, il y a aussi tout un accompagnement aussi aujourd'hui autour des joueurs avec des psychologues, des coachs mentaux pour les préparer à ces aspects-là, parce que quand on est l'un des meilleurs joueurs du monde, quand on gagne, tout va bien. Si on perd, si on fait une mauvaise performance, il y a énormément de toxicité qu'il faut pouvoir gérer, ce qui n'est pas évident quand on a 18 ans. La toxicité sur les jeux vidéo, on en reparlera un tout petit peu plus tard dans les questions. Moi, je voulais revenir aussi un petit peu sur l'engouement que crée l'e-sport. Alors, effectivement, elle est toujours comparée au sport traditionnel. Alors, à la métropole, quand on aide évidemment les clubs de foot, de rugby, de tennis à se développer, comment aujourd'hui les métropoles peuvent aider l'e-sport à être
plus attractif et comment la métropole peut aider les structures, les joueurs à se développer? C'est vrai qu'actuellement, la métropole ne subventionne pas d'équipes, mais d'autres collectivités le font. Et ce sont des sollicitations que l'on reçoit, mais d'amateurs. Donc la réflexion serait plutôt comment est-ce qu'on structure des équipements pour ensuite avoir légitimement une équipe, puisque le raisonnement, c'est développer une équipe de foot sans avoir un stade de foot, c'est compliqué pour les entraînements, pour entre autres les matchs. Dans l'e-sport, il y a aussi le fait monter une équipe, ça envoie un message, mais c'est surtout au niveau des événements, il n'y en a pas tant que ça sur lesquels une équipe pourrait se déplacer. Et c'était un peu le propos de Nicolas. D'abord, relançons l'événementiel, la compétition, avant d'envisager ce type d'accompagnement. Mais effectivement, on reçoit des demandes assez régulièrement via le service sport d'amateurs qui voudraient monter des équipes officielles Toulouse Métropole. Donc c'est peut-être un peu tôt, mais effectivement, c'est une discussion qui va de toute façon être intégrée à la réflexion globale sur la pratique. Tu peux poursuivre. Si je peux me permettre, mais Jérôme, n'hésite pas à intervenir également. L'e-sport, il faut quand même se rappeler une chose, c'est que la différence de beaucoup de sports qui ont commencé souvent avec une base de pyramide qui s'est organisée de façon très sérieuse, des clubs amateurs dans tout un tas de villages, villes et autres, etc., qui se structurent, qui grandissent, qui montent des échelons pour franchir des étapes de ligue et autres afin de faire des championnats au niveau départementaux, régionaux, nationaux, internationaux. L'e-sport a cette pratique au niveau amateur qui est très très mal organisée. En fait, elle existe énormément. Les stats sont faramineuses. C'est plus de 2 milliards de personnes qui jouent au moins une fois par semaine à un jeu vidéo. En fait, il faut ne pas confondre ces deux pratiques. Il y a beaucoup de gens qui jouent, peu de gens qui jouent au format compétitif, de façon organisée et en fait sur ces aspects-là de la compétition, il y a des très gros challenges au niveau internationaux qui sont très bien structurés, très bien montés, mais cet e-sport amateur est très complexe à gérer. Donc c'est là où effectivement c'est un enjeu de territoire et un enjeu au niveau même régional de donner cette possibilité à des clubs amateurs de s'organiser, qui favorisera après des structures d'accompagnement et de recrutement à aller chercher des joueurs qui ont du potentiel, qui peuvent monter haut. Attention, on est comme dans le sport, avec très très peu d'élus pour énormément de pratiquants, faut en être conscient, donc c'est pas forcément un choix de carrière facile au tout début, et faut être en capacité de faire évoluer sa carrière si on n'a pas le niveau escompté, et le niveau est de plus en plus élevé. Mais cette structuration au niveau amateur est importante, et c'est là où il y a un enjeu fou à débloquer, à avancer, à bosser. Et là-dessus, des métropoles, même comme Toulouse, qui ont une belle renommée, qui sont très conséquentes et autres, etc., ne peuvent pas forcément se permettre d'accompagner une équipe sur un niveau international parce que les budgets sont totalement délirants. Et c'est très compliqué d'aller structurer ça. Donc, pour une métropole, à mon sens, accompagner des clubs, c'est dans une dynamique de projet puissant au niveau départemental et régional, voire national, mais pour l'instant, effectivement, l'aspect compétitif est en retrait là-dessus. Beaucoup de choses se déroulent en online et après partant direct à l'international sur les grosses compétitions. Alors justement, vous, Jérôme, vous rentrez des États-Unis, vous avez participé à des gros événements mondiaux sur la Coupe du Monde donc, de Rocket League. Comment est-ce que vous, avec un œil de professionnel plutôt côté joueur, comment est-ce que vous pouvez aider l'e-sport au niveau local justement à se développer par exemple en emmenant vos joueurs vers des tournois plus locaux comment est-ce que vous voyez ça, vous, l'engagement local de vos joueurs? Je pense que c'est, comme l'a dit Nicolas, c'est assez challengeant, parce qu'aujourd'hui, il y a moi, je suis un ancien joueur, donc je jouais il y a une quinzaine d'années à un très haut niveau, sauf qu'on avait énormément de compétitions, notamment en France, donc on enchaînait les compétitions locales pour se qualifier et ensuite se qualifier au championnat du monde. Aujourd'hui, on passe vraiment de jouer en ligne, faire un qualifier et aller directement au final mondial. Il n'y a plus vraiment de compétition locale ou de compétition française, ça n'existe quasiment plus. Donc c'est un challenge qu'on a aujourd'hui. Et la raison principale, c'est que tout est en ligne et c'est plus simple, ne serait-ce que pour les équipes, pour les joueurs. Jouer en ligne, il n'y a pas besoin de se déplacer, ça coûte moins cher. Donc je pense qu'il y a un vrai challenge aujourd'hui à relancer cet aspect-là. C'est des choses sur lesquelles nous on travaille aujourd'hui, notamment sur Counter-Strike. On aimerait relancer un circuit local avec des compétitions en France pour donner l'opportunité aux jeunes joueurs de se montrer et ensuite de se qualifier à des événements. Mais je pense que ça passe par là. Et pour Toulouse, ce serait bien d'avoir des événements. Nous, on est en train de bosser sur le sujet, essayer d'organiser des LAN sur Toulouse où on ferait venir nos superstars pour justement donner de la visibilité, rencontrer les jeunes joueurs et essayer peut-être de donner des vocations. Je pense que ça passe par là. Je pense que pour nous, par exemple, qui sommes un petit studio de jeux vidéo qui s'est monté il y a tout juste 2 ans, ce serait super intéressant d'avoir l'opportunité d'avoir ce genre d'événement pour faire un effet tremplin, faire découvrir aussi aux Toulousains ce qui se fait localement.
découvrir aussi l'univers indé qui peut être propulsé aussi de cette manière-là, parce que c'est pas facile. Alors, bon, moi je viens de Call of Duty et de League of Legends, donc les joueurs dans la salle savent à quel point on peut être toxique sur ces jeux-là. Du coup, ça fait rebond. Est-ce que quand on a des jeux comme ça qui ont parfois des mauvaises images, est-ce que ça peut freiner la métropole, par exemple, à développer des infrastructures sur ces jeux-là, ou est-ce qu'en fait on regarde autre chose? Je pense que c'est une partie à prendre en compte et qui de toute façon est prise en compte dans les projets qui sont amenés. Entre autres parce que c'est aussi une problématique que l'on a avec les joueurs. On en a aussi des très jeunes et j'ai été moi-même confrontée puisque mon petit frère jouait à Call of quand il avait 14-16 ans et mes parents se sont posé la question de comment est-ce qu'on accompagne un enfant, un ado qui part en LAN un week-end et revient avec une tour à 1 400 € parce qu'à l'époque il y avait moins de cash price et moins d'avantages. Et puis l'impact que ça a sur les études et ainsi de suite. Et on le voit sur le sponsoring quand même. Les sponsoring, vous me corrigerez, mais les sponsoring sont quand même hyper exigeants sur la tenue physique, le comportement et ainsi de suite. Parce que c'est aussi une image de marque derrière qui est développée. Alors j'ai une envie de rebondir sur cette question parce que je vais raconter une histoire un peu personnelle. Moi, en fait, les LAN, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. En fait, on est 3 frères, on a organisé des LAN chez nous, basiquement, 3 PC connectés en réseau, puis on a invité des potes, puis le grenier se remplit, puis ça se transforme à 25 dans le salon, et puis maman elle dit, les gars, à un moment vous prenez une salle des fêtes, vous allez voir ailleurs, là c'est pas possible, 25 dans le salon, un week-end tous les mois, c'est mort. Donc on a pris une salle des fêtes, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et ça a grandi. Et en réalité, à cette époque-là, déjà Internet n'existait pas comme il existe maintenant. On connectait notre 56K, on attendait que c'était un autre sujet. Donc la LAN, c'était vraiment vital. Internet a vachement cassé ce côté-là, et on a eu cette capacité de jouer en ligne. Ouais. Alors maintenant, on va remettre les choses dans le contexte également. Quand on parle de communauté toxique, et alors League of Legends et Call of Duty, ça c'est 2 exemples, on est dans le bon, là, dans ce qu'il faut. Là. Dans le pinacle, là, on est vraiment... On est d'accord. En fait, si on remet les choses dans le contexte, jouer sur Internet, moi à mon époque, c'est-à-dire il y a 20-25 ans, quand je jouais beaucoup et autres, on jouait beaucoup contre l'ordinateur, on jouait en réseau avec des potes, on savait qu'on était en réseau avec eux, et au final on jouait très peu en ligne parce qu'Internet ne le permettait pas. Puis quand ça a évolué, en fait cet aspect-là on l'a gardé, on a toujours considéré que finalement on jouait contre l'ordinateur, on est dans sa chambre tout seul et autres, sauf que maintenant on joue presque plus contre l'ordinateur, c'est hyper rare. Il existe des jeux solo mais de moins en moins. Donc on joue contre des vrais joueurs. Et effectivement, sur Internet, et ça on le voit ne serait-ce qu'au travers des réseaux sociaux qui ont vraiment développé cette addiction-là, on a une capacité à rager qui est décuplée. Et hurler devant son PC, c'est facile. Insulter tout le monde à travers Internet, c'est facile. Et la puissance folle des LAN, c'est de casser le cadre solitaire anonyme d'Internet sur lequel on se croit littéralement tout permis. Alors moi, j'ai fait des LAN, j'ai dû en faire 300. Ouais, quand il y a 2 joueurs qui sont en face à face, c'est marrant, mais ça rage beaucoup moins. Et quand ça rage et que ça se lève et que ça voit un humain en face, ça pondère vachement plus ses propos. C'est beaucoup plus dans la discussion. Ouais, bien sûr que ça peut râler. Et j'ai même vu des bagarres, mais franchement, entre nous, c'est hyper rare. Et en fait, on se rend compte que l'humain se respecte beaucoup plus quand il se voit en face à face. Et qu'au travers d'un ordinateur, alors, tout est permis. Et c'est vraiment, au final, le truc le plus compliqué. Et que même des communautés comme League of Legends ou Call of Duty qui viennent beaucoup en LAN, pour le coup, et ben, quand on les voit en vrai, c'est vachement plus pondéré qu'en ligne. Donc en fait, sur un point de vue purement éducatif, quand on parle de tous ces parents qui accompagnent leurs enfants à essayer de découvrir une pratique correcte du jeu vidéo, parce qu'on ne peut pas interdire le jeu vidéo à ses enfants, c'est hyper compliqué. D'ailleurs, le jeu vidéo permet de développer des acuités sensorielles, mémorielles, de développer tout un tas de compétences, de connexion avec les autres, de développement de stratégie d'équipe. Enfin, des bienfaits du jeu vidéo, il y en a des centaines. On va pas se le voiler. La pratique abusive du jeu vidéo est complexe à gérer, d'accord. Et la pratique cachée dans son coin, s'isolant pour quitter la vie sociale est complexe à. Sauf qu'en fait, en rencontrant plein de gens en ligne et après on va les voir sur place, on est dans une pratique qui peut être très cohérente, très sensée. Donc au contraire, ces événements ont des atouts qui sont très très forts pour le joueur, pour les parents, pour l'ensemble de la communauté qui en se retrouvant physiquement, finalement, s'y prend très 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 différemment. Alors justement, c'est très intéressant. Moi, je veux faire le lien avec votre avis, Jérôme. Donc vous suivez par exemple Scumonde, BDS Academy, et depuis quelques jours, quelques semaines, ça s'est terminé avant-hier, il y a eu le Solo Queue Challenge. Quand on est agent et qu'on voit que son joueur va participer à un challenge de solo queue, où là la toxicité, pareil, je parle au joueur, je pense qu'on se comprend. Comment est-ce qu'on regarde ce type d'événement? Quel est l'œil de l'agent à ce moment-là? Assez particulier pour cet événement, parce qu'en plus il y a eu un petit drama autour de Scumonde. Donc on essaye de gérer encore avec lui et en gérant tout ça. C'est pas évident, sachant qu'il y a des
certaines communautés d'équipes spécifiques en plus qui sont très très engagées. Maintenant, je pense que ça fait partie du jeu. Quand on est un athlète de haut niveau, un joueur professionnel, on sait que ce sera le cas. Il n'y a aucun joueur dans le monde qui est pas passé par de la toxicité, ne serait-ce qu'aujourd'hui c'est exacerbé par les paris sportifs, sans parler de ce genre de challenge. Voilà, quand un joueur joue, s'il perd le match, il y a des milliers de personnes qui parient sur les matchs et qui leur envoient des menaces de mort parce qu'ils ont perdu un match. Donc on les éduque sur ce genre de choses, de pas regarder les messages privés sur les réseaux sociaux où nous on les gère pour eux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un travail au quotidien, surtout quand ils sont jeunes et quand ils commencent leur carrière et qu'on voit qu'ils ont un potentiel de devenir de très bons joueurs. Là, c'est une éducation dès le début à leur expliquer ce qui peut arriver, à parler aussi avec les parents, parce que les parents en général sont assez vite débordés parce qu'ils n'anticipent pas ce développement. Aujourd'hui, les joueurs à 15-16 ans peuvent devenir certains des meilleurs du monde. On parle de Scumonde, mais on peut parler d'un Zen qui est arrivé à 15 ans en joueur professionnel et qui a été de suite le meilleur joueur du monde. Donc ça vient avec des avantages et des risques. Et donc là-dessus, c'est une vraie éducation à la fois des parents et du joueur sur à quoi il faut s'attendre, comment l'anticiper, comment le gérer. Et c'est jamais évident, même si on l'anticipe, c'est jamais évident à gérer. Chaque joueur est différent. Il y en a qui l'encaissent très bien et qui vivent avec, d'autres pour qui c'est plus compliqué. Donc c'est vraiment un travail personnalisé. Alors, je vais rester sur le Solo Queue Challenge et en même temps, je vais en profiter pour vous poser une question à tous les quatre. On l'a vu, dans le Solo Queue Challenge, il y avait 40 joueurs, mais seulement que 3 femmes. Alors, l'e-sport reste quand même un monde encore très masculin. Justement, comment est-ce qu'on fait? Alors, même s'il y a de plus en plus de journalistes, de commentatrices, d'arbitres même, on le voit sur League of Legends, il y a beaucoup d'arbitres, d'administratrices qui travaillent. Mais comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de femmes joueuses, de femmes dirigeantes de structures dans l'e-sport? Alors ça, c'est une question qui avait été soulevée il y a quelques temps, d'ailleurs à Toulouse. Il y a une analyse qui a été faite sur pourquoi il y a moins de femmes dans l'e-sport. Tout simplement parce qu'il faut du temps pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir consacrer sur une pratique régulière. Et malheureusement, la charge mentale fait que les femmes sont souvent trop sollicitées, ne peuvent pas se consacrer effectivement à leur pratique. Par contre, il y a des actions aussi qui sont menées en France pour justement avoir... D'ailleurs, sur League of Legends, vous me corrigez si je dis des bêtises, Riot organise des sessions 100% féminines d'entraînement, voilà, pour avoir des joueuses et avoir plus de joueuses. Mais on y arrive maintenant sur la consommation jeux vidéo en France. On est sur 49% de femmes, 51% d'hommes. Donc on arrive presque à cette égalité et il y aura de plus en plus de femmes, de toute façon, j'en suis certaine, dans l'e-sport. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut séparer un peu le gaming de l'e-sport vraiment purement compétitif. Aujourd'hui, dans le gaming, quand même, il y a de plus en plus de femmes, de joueuses. C'est quasiment du 50-50, peut-être pas encore, mais ça l'est presque. Moi, j'étais à la TwitchCon ce week-end avec certains de nos très gros talents et il y avait quasiment autant de femmes que d'hommes sur place, et que ce soit sur les activités autres. Maintenant, sur l'aspect e-sport vraiment purement compétitif, c'est un milieu qui est encore très masculin, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup plus de joueurs que de joueuses, donc forcément, il y a plus de talents qui ressortent chez les joueurs. Mais il y a de plus en plus d'initiatives pour les joueuses, notamment sur Valorant avec les Game Changers, sur Counter-Strike avec le ESL Impact, qui sont des compétitions féminines. Et donc, on voit de plus en plus de femmes qui sont de très très bonnes joueuses, qui sont quasiment au même niveau que les meilleurs joueurs du monde masculins. Pas tout à fait au même niveau encore, parce qu'il manque un nombre de joueuses pour que ça permette de niveler par le haut. Aujourd'hui, il y a des joueuses qui sont très très fortes. On n'est pas encore sur un modèle mixte. Il y a certaines joueuses qui pourraient jouer avec les hommes, mais il y a encore un petit écart de niveau. Mais aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Donc on voit de plus en plus de joueuses. Il y a de plus en plus d'initiatives. Nous, on représente environ une quinzaine de joueuses professionnelles qui sont les meilleures du monde sur leur jeu, qui deviennent aujourd'hui quand même des superstars, qui streament, qui ont des followers, qui font des sponsoring. Il y a une vraie demande aussi des marques aujourd'hui sur la diversité dans l'e-sport. Et je pense qu'il y a un vrai potentiel qui est aujourd'hui en train de se développer. Si on prend, moi, quand j'étais joueur il y a 15 ans, il y avait quasiment pas de joueuses, il y en avait quelques-unes. C'était très peu développé. Ça a commencé à se développer ensuite avec le SWC. Aujourd'hui, quand même, ça se développe bien, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'initiatives à faire. Juste un mot, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que la transition dans le jeu vidéo a eu lieu, mais c'est, je pense, quelque chose qui prend du temps. Et faut se rappeler qu'à la base, par exemple, on avait la Game Boy qui était sortie et qui s'appelait Game Boy et pas Game Girl, et donc on avait vraiment, on visait le public masculin. Et donc voilà, c'est une transition qui prend du temps, et je pense que pour l'e-sport, c'est la même chose. Il faut du temps pour en arriver là. Bon, Nicolas, je voulais faire le parallèle avec vous. Vous êtes, alors permettez-moi la pique, mais là depuis longtemps, puisque vous avez commencé en 2008, pardon. En 2008, justement, est-ce que dans les événements que vous organisez, vous voyez ce public de plus en plus féminin aussi? Oui, alors
pour moi, sur la pratique du jeu vidéo, on est bon. Enfin, je veux dire, entre 55-45, le premier il est réglé, donc à 51-49, chercher à avoir le 50-50 n'a aucun intérêt. Oui, clairement, il y a 20 ans en l'air, il n'y avait pas de filles. C'est... Dans le meilleur des cas, notre copine nous accompagnait, c'était déjà pas mal, et se demandait bien ce qu'on foutait là, avec une envie, c'était partir. Là maintenant, c'est encore très différent. Effectivement, ne serait-ce que déjà sur un aspect public, les filles sont très intéressées de regarder les matchs, et voilà. Sur les aspects métiers, elles apportent l'ensemble de leurs connaissances et de leurs compétences. Elles ont une corde sensible très différente. Donc dans l'aspect travail, même là, alors là pour le coup, je pense qu'il y a toujours plus de garçons qui bossent dans les sociétés, mais de plus en plus de filles arrivent, notamment sur les postes de communication, sur les postes administratifs, sur les postes de logistique et autres, sur lesquels elles ont une façon très différente d'organiser ne serait-ce que la vie d'un joueur, qui est très intéressant. Enfin, Jérôme le dit très bien, il y a des superstars qui ont 15 ans, basiquement, et avec beaucoup de bienveillance dans mes propos, il leur manque un peu leur maman dans ces moments-là. Donc il y a aussi des filles qui sont capables de prendre cette relève, de les accompagner. Des garçons, ils le font très bien aussi parce qu'il leur manque aussi un peu leur papa. Mais on parle encore d'enfants qui sont en train de mener une carrière professionnelle à un âge où c'est encore des enfants et sur lequel il faut encore les materner sur certains points en vue de leur simplifier la vie parce qu'ils sont déjà débordés par l'aspect compétitif du jeu et autres. Donc là-dessus, il y a encore des choses qui doivent évoluer, mais en tout cas, ça évolue dans le très bon sens. Et sur l'aspect compétitif, je ne sais pas si un jour on sera dans... En tout cas, je ne pense pas pour l'ensemble des jeux, mais de plus en plus de jeux s'intéressent au côté mixte de la chose. Et ceux qui vont pouvoir le faire, ce sera un changement qui sera extrêmement fort de sens. Parce que dans le sport, il y a très peu de sports qui sont mixtes. Et l'e-sport, quelque part, là, pour le coup, peut aller chercher des choses assez puissantes. Et un peu... Peut-être que tu allais le citer après, donc je te pique peut-être la question, je m'excuse. Un peu également sur le côté handicap. On a vu les Jeux Olympiques, on a vu les Paralympiques. Et cette année, les Paralympiques en France ont été extrêmement travaillés. Il y a eu un effort considérable qui a été fait dessus et ça a été beaucoup suivi. Et franchement, merci au public français parce que c'est un effort qui a été fait de façon bienveillante, avec beaucoup de respect et ça a fait, je pense, extrêmement plaisir aux sportifs. Dans le sport paralympique, quand on veut jouer avec un ami qui a un handicap, on prend son handicap. On veut faire du handibasket, on se met dans un fauteuil roulant. Dans le e-sport, c'est très différent. La plupart du temps, le jeu vidéo arrive à retirer l'handicap de la personne. Une personne qui ne peut pas marcher dans la vraie vie, quand elle joue à un jeu vidéo, eh ben, elle peut marcher dans le jeu vidéo. Donc ça a une puissance forte en termes de connotation, en termes d'organisation et autres, c'est qu'on peut partager des moments forts avec des gens qui n'ont pas les mêmes acuités, les mêmes compétences, les mêmes spécificités que nous et les organiser. De plus en plus de jeux d'ailleurs travaillent aussi en ce sens, d'avoir différents postes, de faire appel à différentes compétences, de travailler en équipe pour que chacun puisse s'épanouir dessus. C'est très intéressant. Donc tous les sports qui iront sur le côté mixte, à mon avis, trouveront une belle épingle. Et là-dessus, il y a vraiment matière à avancer, mais ça prend la bonne direction. Et vraiment, on a franchi d'énormes caps sur les 20 dernières années. Alors, juste avant, on parlait donc d'égalité homme-femme. Là, on vient de parler de handicap. Moi, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder, c'est celui de la santé mentale. Justement, on sait aujourd'hui, donc, on parle de psychologues beaucoup dans le sport traditionnel. Tout à l'heure, Jérôme, vous m'avez parlé aussi que vous aviez donc un certain suivi. Quel regard on a en tant qu'agent de joueur quand on parle de santé mentale sur des jeux, comme on l'a dit, qui peuvent être très prenants et en fait où on a une carrière qui est très très courte? Aujourd'hui, la santé mentale, c'est quasiment l'aspect le plus important pour un joueur. C'est-à-dire que oui, il y a le talent, évidemment, les joueurs il y en a qui sortent du lot, qui sont les meilleurs du monde. Mais si on n'arrive pas à gérer les à côté et l'aspect mental du joueur, il peut être le meilleur joueur du monde sur le jeu, mais il va pas réussir à faire une carrière, il va pas performer. Donc c'est un aspect ultra important parce que aujourd'hui, les joueurs, quand ils deviennent les meilleurs du monde, sont starifiés. Et comme j'ai dit, il y a évidemment des très bons côtés où on est le meilleur joueur du monde et on est la star, mais il faut savoir gérer les moments compliqués. On joue aussi sur des grosses scènes, sur Counter-Strike, League of Legends, Valorant, on joue devant 15 000 personnes. Donc ça, il faut pouvoir aussi l'anticiper et le gérer quand on a 18 ans ou même à 28 ans. Donc c'est aujourd'hui un aspect quasiment le plus important. Et c'est pour ça que les clubs développent de plus en plus cet accompagnement-là sur les joueurs et nous aussi en tant qu'agence, parce qu'il faut savoir le gérer. Ça peut être, pour un joueur, déjà la carrière, c'est maximum 10 ans. Alors certains vont peut-être faire un peu plus selon les jeux, mais c'est assez rare. Donc il faut pouvoir anticiper tout ça, il faut pouvoir le gérer, et c'est crucial. Et il faut surtout savoir gérer l'après-carrière, parce que quand on est l'un des meilleurs joueurs du monde et que au bout d'un moment on n'a plus le niveau, on n'y arrive plus, déjà il faut savoir être réaliste et arrêter. Et ensuite il faut avoir anticipé l'après, qui peut être très compliqué. Certains se reconvertissent en streamer, en coach ou autre, mais c'est pas la même chose qu'être compétiteur. Donc en général, il y a toujours une période d'1 an, 2 ans où on se dit mince, j'aurais peut-être dû continuer, la compétition ça me manque, il y a un peu le blues, et ça faut le gérer aussi. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est cet aspect scénique
il est très important. C'est que beaucoup de compétitions qui se déroulent en ligne font que des joueurs ont des vraies capacités en ligne. Et les positionner sur scène, on parlera peut-être pas de santé mentale, mais plutôt de gestion du stress et de capacité à jouer dans des conditions assez exceptionnelles. Là encore, on l'a vu durant les JO. Cette année, on fait une très belle année pour l'équipe de France. On est devant notre public, on joue à domicile, on est chez nous, on est galvanisé par notre public. Aller se retrouver, quitter Internet et sa chambre. Allez, une gaming house, c'est son équipe. Mais bon, se retrouver sur une scène au fin fond de la Corée, devant 40 000 personnes en train d'hurler, déchaînées dans l'équipe adverse, c'est un autre match. Ça n'a plus rien à voir. Donc là aussi, c'est un effort considérable qui doit être fait, bossé, organisé. Et là-dessus, du coup, on rebondit sur avoir des événements locaux, nationaux, permettre déjà de jouer devant son public, de s'entraîner, franchir les étapes, faire des scènes au format déjà départemental, puis régional, national, parce qu'on a des joueurs qui sont capables de passer très honnêtement, quasi de leur chambre à des scènes internationales. Et des fois, on a des super joueurs qui arrivent et qui craquent littéralement sur place parce que c'est juste incroyable. Et on l'a vu avec nos Français qu'on a soutenus. Quand ils ont joué devant leur public, la plupart se sont déchaînés, mais certains, c'était plus complexe pour eux parce que c'était des premières devant un monde pareil et autres. C'est impressionnant, on ne peut pas se le cacher, quoi. C'est terriblement impressionnant. Ouais, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que nous, pour les joueurs, c'est un peu le test ultime. Quand un joueur est très fort et qui commence sa carrière, qu'en ligne il est très fort et qu'il a un très gros potentiel, nous on se demande toujours comment il va performer sur sa première compétition sur scène. Il y a des joueurs pour qui ça les galvanise et ils ont beau avoir 17 ans, ils sont aussi forts, voire plus forts, certains s'écroulent un peu. Donc c'est vrai que c'est un point important d'avoir la capacité de jouer sur des scènes plus petites, plus restreintes quand on est plus jeune. C'est ce qu'on avait nous à notre époque, il n'y a plus vraiment aujourd'hui. Et c'est ce que nous on essaye de relancer avec des LAN Prodigy, notamment sur Counter-Strike, qui sont en cours d'être créés là. Merci pour vos réponses. Alors on arrive petit à petit vers la fin de cette table ronde. Alors du coup, j'aimerais profiter du fait qu'il y ait énormément de monde dans cette salle pour parler d'e-sport, pour vous donner la parole un peu à vous aussi, parce que moi j'ai posé mes questions, mais peut-être que vous aussi vous en avez des très intéressantes. Donc je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle, mais si quelqu'un veut poser une question à nos 4 intervenants, vous êtes les bienvenus. Bonjour à tous et merci pour le partage. Moi j'avais une question sur le monde de l'entreprise et le e-sport dans le monde de l'entreprise. Là on parlait dans les communes. On voit maintenant que des grosses entreprises développent leur propre équipe de e-sport. Qu'est-ce que ça peut apporter à une entreprise et comment vous pouvez peut-être en bénéficier ou même aider ce développement? Alors pour te faire une petite réponse, mais tu la complètes, n'hésite pas, c'est surtout un aspect d'équipe. Le côté team building va apporter le jeu vidéo, qui va pouvoir permettre à une équipe de s'organiser, de se fédérer, le marqueur social qui va te permettre de recruter aussi des talents au sein de ton entreprise qui sont fans de ce milieu et autres. C'est un peu comme quand une société elle va investir sur le monde du football, par exemple. En fait, il y a cette logique de dire, à un moment, ok, je sais que ça peut passionner mes collaborateurs, j'ai les moyens d'accompagner une équipe, elle porte des valeurs qui me représentent. Voilà. Donc c'est vrai que cet aspect jeu vidéo, maintenant on a franchi des étapes, il y a de l'audience, il y a du monde, pas photo, il y a 20 ans c'était pas ça, mais là on est à une autre étape. Et pour les entreprises, ça fait partie, à mon sens, des points majeurs. Également le côté sponsoring pour la marque, les produits et autres, mais grosso modo on se situe à peu près là. Je suis assez d'accord et je pense qu'en tant qu'entreprise c'est aussi attractif pour attirer des talents qui aujourd'hui les jeunes talents regardent les jeux vidéo, le gaming, l'e-sport. Nous on le voit, on est évidemment une entreprise vraiment endémique, pure e-sport, on a 35 employés aujourd'hui. Et on est ultra attractif et beaucoup de monde veulent nous rejoindre parce qu'évidemment on est leader dans l'e-sport, mais aussi parce qu'on est ultra connecté, ultra e-sport. Entre midi et 2, on joue tous ensemble à Valorant, à Counter-Strike, et il y a vraiment cet aspect qui attire aujourd'hui les jeunes qui adorent le jeu vidéo, le gaming, l'e-sport, qui est assez dynamique. Et je pense qu'il y a cet aspect-là aussi pour des entreprises un peu plus classiques, pour attirer les jeunes talents. Je pense que ça peut être très attractif. Bonjour, c'était plus une question sur l'inclusion. Là, j'ai vu que dernièrement sur Ghost of Yotei, c'était une femme. Et on voit qu'il y a toujours beaucoup de réticence sur les persos principaux qui sont des femmes. Et vous, ce serait quoi la solution pour annuler cette réticence, mais pour faire avancer un peu les mentalités? Je dirais qu'il faut sensibiliser les gens à ça de plus en plus, mettre en place de la modération aussi proactive et essayer de régler le problème en amont et faire communiquer le message que, comme on disait tout à l'heure, le modèle féminin fait partie intégrante aussi du jeu vidéo. Bonjour, tout d'abord merci pour ces interventions qui étaient très intéressantes. Moi la question que j'ai aujourd'hui c'est comment se structure le gaming, c'est-à-dire je vais faire un comparatif qui est peut-être pas le bon mais je l'assume. Prenons le football qui est un sport. Comment s'organisent les compétitions, c'est-à-dire aujourd'hui quelles sont les compétitions au niveau local,
national, international, je vais faire le comparatif forcément Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe du Monde. Et du coup, la fréquence justement de ce type de compétition et quels sont du coup les besoins en infrastructure pour pouvoir gérer ces compétitions. Alors, merci pour la question. C'est assez spécifique dans l'e-sport parce que la vraie spécificité, c'est qu'il y a beaucoup de jeux et qui appartiennent à des publishers. Du coup, c'est vraiment le système compétitif est régi par ces publishers, par ces créateurs de jeux, qui est très différent selon les jeux. Donc, par exemple, sur Counter-Strike, c'est un écosystème qui est ouvert. Aujourd'hui, tout le monde peut organiser un événement, tout le monde peut faire une compétition. Il y a quelques règles, mais c'est assez ouvert. Donc, il y a plusieurs organisateurs comme ESL, comme Blast ou PGL qui organisent des très gros événements ou aussi des compétitions locales. Là où sur League of Legends ou Valorant, c'est donc Riot Games et c'est Riot Games qui gère tout, c'est ultra contrôlé, donc c'est plus compliqué. Donc ça dépend des jeux. Et aujourd'hui, il y a concrètement l'aspect amateur, l'aspect compétition, pas semi-amateur, semi-pro, mais qui sont entre deux, et ensuite les très grosses compétitions mondiales. Mais ça dépend vraiment des jeux. C'est un écosystème qui est assez complexe là-dessus, on peut pas faire ce qu'on veut, puisque les jeux appartiennent à un éditeur. Donc il y a les droits d'image, etc. qu'il faut respecter. C'est très dépendant. Autant, tu vois, il y a 20 ans, c'était le publisher qui gérait ça et qui donnait la capacité à un jeu de se développer parce qu'il investissait sur l'e-sport, parce qu'il mettait les moyens, etc. À l'heure actuelle, ils sont deux à gérer ça. Allez, 3, je dirais. C'est partagé entre le publisher. À un moment, il met les moyens nécessaires, il peut faire des choses. C'est partagé entre les créateurs de contenu. Ils ont une capacité à faire décoller un jeu ou l'enterrer qui est non négligeable. Et la communauté. Si la communauté n'est pas écoutée, autant il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de jeux, même quand le studio faisait pas forcément ce qu'on est prévu, on restait sur son jeu phare, autant maintenant il y a un tel choix qu'une communauté peut partir d'un jeu à l'autre avec une rapidité tellement extrême qu'un jeu peut couler. Donc maintenant il y a un trio qui doit faire fonctionner ça, mais vraiment c'est très compliqué d'aller développer un jeu et de partir d'une expérience amateur pour l'emmener jusqu'à une expérience élite de niveau international. Et là-dessus, il y a le concours de circonstances de beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau local, pour se développer d'une envergure départementale jusqu'à nationale, ce qui est très important, c'est qu'il y ait une volonté d'être sur une multiplateforme, d'avoir cette capacité à s'adapter au jeu. Une équipe e-sport qui, au sens club du terme, enfin, voilà, pas un club, pardon, pas une équipe, doit avoir cette capacité à avoir différentes équipes et passer d'un jeu à l'autre, parce qu'en 2019, tout le monde investissait sur Fortnite, c'était le moment. En 2020, on en rediscutait sérieusement. En 2021, c'était enterré. Donc, c'est des sujets qui existent, alors que quand on est dans le foot et qu'on est équipe de foot, on va pas se mettre à faire du basket en arrêtant le foot du jour au lendemain. Donc, c'est très compliqué. Et s'il y a peut-être un parallèle qui peut se faire, c'est que regrouper, à l'heure actuelle, utiliser les clubs sportifs qui sont déjà puissants pour les rendre omnisports en se servant de l'e-sport, ça peut être une bonne idée parce que ça permet de mutualiser des moyens sur beaucoup de points, d'avoir différents aspects, différentes équipes à jouer, faire grandir ça. Mais la question elle est très complexe à régler et elle va prendre du temps encore. L'éditeur ayant beaucoup de pouvoir. Et c'est ainsi qu'on va conclure cette table ronde, parce que je vois que ça commence à froncer les sourcils. Il va être l'heure pour moi de vous remercier pour cette table ronde, et pour vous dans la salle et sur le stream.